Il est 13 heures. Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Mali, Burkina Faso, Guinée, ces dernières années, les coups d'État sont devenus presque la norme en Afrique. En toile de fond, le sentiment anti-français prend des proportions inquiétantes. Notre dossier politique s'y intéresse. La Cour constitutionnelle se fait mieux connaître des populations du Septentrion. Elle était à Parakou pour une conférence publique et aussi pour une audience foraine. Et puis, dans le cadre de la semaine du numérique, les femmes finalistes du concours Amazon de Digital sont en formation. Elles visent à encourager la créativité et la croissance de leurs entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On démarre par les nouvelles de Niki. Depuis la disparition de l'empereur Sabi Naïna III, la cour impériale des Batombo et Bo est en deuil pendant 3 mois. Prières, cérémonies et rituels vont s'enchaîner avant le choix de nouvel empereur. Pour l'heure, feu Sabi Naïna III est inhumé selon les rites de la tradition. Abdoulofou Idrissou et Bertin Adimi pour le point. Geste prémonitoire, il aura fallu attendre 4 ans après pour décoder le message de feu Sabinaïna III, comme il convient désormais de l'appeler. En 2019, à l'entame du parcours rituel, il faisait déjà ses adieux aux Batombo et Bo qui ont manqué justement de le revoir à leur récente fête identitaire. Depuis l'organisation de la Gani, on était déjà atteint. L'empereur ne se portait plus bien. On priait pour que l'empereur trouve sa santé. Voilà, mercredi, on a eu la mauvaise nouvelle. Donc c'est un choc à la cour impériale de Niki. On est tous attristés. Nous avons perdu une valeur. Nous sommes destinés à mourir nous aussi un jour. Et c'est pourquoi nous souhaitons que notre défunt soit classé dans le paradis. On avait beaucoup de projets ensemble. Il n'a pas vu ces projets se concrétiser. Et surtout la construction de son palais, c'est un grand projet qui le tenait vraiment à cœur. Mais il a quand même pu envoyer un dernier message à son Excellence, le chef de l'État, chef du gouvernement, pour lui dire son souhait de voir le projet se concrétiser très rapidement. Descendant de la dynastie des Lafiarou, l'une des 5 ayant droit au trône de Niki, feu Sabinaïna III dort aux côtés de ses prédécesseurs de la même dynastie dans le palais de Danri, aujourd'hui musée historique de Niki, et non à la cour impériale. La dynastie Lafiarou a souhaité qu'il soit enterré selon les dits du défunt, mais les cérémonies vont se passer dans ce palais où il a régné 8 ans et quelques. Nos griots savent comment s'organiser pour que les deux endroits soient coordonnés. Donc rien ne va dormir. On va poursuivre, on va maintenir jusqu'à la fin des funérailles. En attendant l'issue des différentes cérémonies traditionnelles et cultuelles qui vont déboucher sur le choix d'un nouvel empereur, dans 3 mois, l'empire de Niki continue son deuil. Jeudi prochain déjà, la cour impériale abrite la prière de huitaine en mémoire de l'illustre disparu. Et à la cour royale de Niki, et ce depuis des lustres, la désignation d'un nouvel empereur obéit à une tradition et elle sera respectée cette fois encore suivant un certain nombre d'éléments tels que nous le précise le maire de Niki au micro de Abdoulofou Idrissou et Bertin Adimi. Après les cérémonies traditionnelles, il y a une prière musulmane qui a clôturé. Et déjà le jeudi 27 octobre, il aura la huitaine. Je crois à partir de 14h devant la cour royale. Donc après ces cérémonies, le deuil va continuer. Les tambours sacrés sont déjà sortis pour annoncer la mauvaise nouvelle. Et puis régulièrement, il y a le gwangwa qui est joué. C'est un rythme de guerrier, de temps difficile, qui va être joué régulièrement. Et il y a un certain nombre de cérémoniales qui seront faits. Et du jeudi 22 au vendredi 23 décembre,
il aura le Hanana, fin de deuil, pour que le nouvel empereur puisse être choisi. Donc déjà, vous devez constater que c'est 3 à 4 mois de deuil. Et quand on fait le deuil, ça nécessite beaucoup de moyens. Et donc, il faut prendre en charge ces cérémonies. Et voilà la grande équation. Maintenant, cette équation, la solution se trouve dans l'approche de tout un chacun des fils de la localité et des bonnes volontés qui vont vouloir nous accompagner. Avant la triste nouvelle, la cité impériale a vibré au son et au rythme de la Gani de la Reine-Mère. Un spectacle riche en couleurs qui a mobilisé plusieurs personnalités, Vitis Ahoré et Alexis Assoba. Princesses de diverses dynasties, chefs traditionnels et hauts dignitaires font leur entrée dans l'arène de la Gani à Niki. L'espace sert de cadre à la Gani de la Yonkogi, la Reine-Mère. Excepté le parcours rituel qui n'est pas fait, l'ordre des cérémonies à la Gani de la Reine-Mère est identique à la Gani se déroulant une semaine avant. Ici également, les chefs traditionnels et les hauts dignitaires font leur passage devant les tambours sacrés. La parade des chevaux marque aussi cette célébration. L'événement mobilise un nombre impressionnant de femmes de l'ère culturelle Batonou et Bo, indice d'une Gani au féminin sous la houlette de la Yonkogi. Quelques heures avant les festivités de sa Gani, la Reine-Mère reçoit la vice-présidente de la République. Fière de la mobilisation autour d'elle, la Reine-Mère formule des vœux de paix et de santé aux gouvernants et au peuple béninois. Les invités de la Reine-Mère, il y avait donc la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata Zimé. Au terme de la cérémonie, son directeur de cabinet et d'autres invités ont livré leurs impressions au micro de Viti Sarouré. Chacun doit mettre la main à la pâte et rien ne sera de trop. Si ça va passer par la culture et par la promotion de la Gani de Yonkogi, nous allons mettre tous les ingrédients qu'il faut à ça. S'il faut faire autre chose dans d'autres contrées concernant la femme pour qu'elle soit encore plus glorifiée, plus magnifiée à travers le Bénin, on le fera. Donc voilà ce que nous pouvons porter comme message à travers cette première édition ou édition 0 de la Gani Yonkogi célébrée par la vice-présidente de la République. La Reine-Mère, elle est notre supérieure. Donc pour sa Gani, il faut qu'on soit là. Donc nous sommes là toutes pour l'épauler. Donc pour que ça aille de l'avant, puisque en son temps, la Gani de la Reine-Mère ne s'animait pas comme ça. Toutes les femmes ont compris et nous sommes en train de nous mobiliser pour pouvoir rehausser sa Gani. Et nous souhaitons que l'année prochaine soit meilleure que cette année. Donc que Dieu nous accorde une parfaite santé pour pouvoir accomplir la Gani de l'année prochaine en pleine forme et les initiatives que nous avons en cours, qu'on puisse les accomplir. Dans la tradition, après la Gani de l'empereur, une semaine après, la Reine-Mère fait aussi sa Gani. Le samedi passé, nous avons effectué sur cette même place la Gani de l'empereur. Donc aujourd'hui, c'est le tour de la Reine-Mère et cette fête a été rehaussée par la présence de la vice-présidente de la République qui a mobilisé toutes les femmes de l'ère culturelle Batonou et Bo et tous les dignitaires de la cour impériale pour pouvoir célébrer, l'accompagner à célébrer cette fête dans la cour impériale de Niki. Je vous le disais en titre, Mali, Burkina Faso ou même Guinée, tous ces pays ont connu les coups d'État avec en toile de fond le sentiment anti-français. Ces coups d'État sont devenus presque une norme. Dans le dossier à suivre, l'actualité est revisitée et analysée par le Naïk Aguazao. Des coups d'État savamment orchestrés et qui portent au pinacle des militaires qui troquent leur treillis contre le costume du président de la transition. Le fait n'est pas nouveau sur le continent, mais sa forme actuelle mérite qu'on s'y attarde.
Les exemples sont légion dans la sous-région ouest africaine, en proie à un virus plus pernicieux que la Covid-19 et aux effets métastasiques. Le phénomène terroriste ou l'extrémisme violent, pour ne pas le désigner. De Bamako à Ouaga, en passant par Conakry, la solution à la gouvernance semble désormais être militaire. Ces pushs à répétition sont le symptôme d'une mauvaise gouvernance de la part des gouvernements civils. Parce que ces gouvernements civils n'ont pas su animer le jeu politique, n'ont pas su faire face aux aspirations des populations. Et quelque part, ça a donné le flanc, ça a donné, je dirais, des arguments à l'armée. Et il a été prouvé aujourd'hui par A plus B que même les militaires ont fait de grandes études, ont des coups de leadership, et parmi eux, il y a fortement des personnes qui ont du potentiel. Contrairement à ceux qui croient qu'il y aurait des coups d'État militaires messianiques, donc qui permettraient donc de corriger ce que font en mal les gouvernements civils, moi c'est totalement contre. Un coup d'État militaire par définition, c'est une effraction, c'est une prise de pouvoir par la force, et c'est quelque chose que nous ne devons pas encourager. Le jeu démocratique à l'intérieur de nos pays se fait par la compétition, se fait par les urnes. Les nouveaux chefs de l'Afrique subsaharienne quittent les casernes pour les palais présidentiels, avec l'onction du peuple, en surfant sur le sentiment anti-français, de plus en plus prononcé. Le mot d'ordre semble être tourner dos à l'ancien maître et changer de paradigme pour une réelle résolution des problèmes. Les mouvements panafricains ou panafricanistes, comme vous voulez, effectivement, professent quand même une foi qui est très intéressante, c'est la foi souverainiste, c'est la foi nationaliste. Dans tous les pays du monde, pourquoi ça ne serait pas aussi aux Africains un jour de dire oui, nous aussi, nous voulons choisir les partenaires que nous voulons. En filigrane, une guerre de puissance, avec au centre des pays aspirant au développement. La situation a des relents géostratégiques, avec en toile de fond des intérêts inavoués. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les acteurs politiques, qu'ils soient militaires ou acteurs civils, semblent vouloir prendre leur destin en main, faire les diagnostics par eux-mêmes. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite réflexion et qui mérite aussi qu'on leur accorde l'opportunité de faire leurs preuves. Pour l'heure, les transitions sont en cours pour l'organisation d'élections présidentielles pacifiques, inclusives et libres. Des transitions kilométriques selon certains observateurs, raisonnables pour d'autres. Le seul souhait, l'installation dans chacun des pays concernés de régimes pouvant faire l'unanimité et pouvant mettre fin à l'instabilité politique et aux récurrents problèmes sécuritaires. Et hier, dans le 20h, Wildat Maman, journaliste spécialiste des questions internationales, est revenue sur le sujet. Elle a exposé son regard sur la vague des coups d'État dans la sous-région et sur le sentiment anti-français qui semble y grandir. Voici un extrait de ses propos. Ces coups d'État, ce ne sont pas des phénomènes spontanés. Je pense que c'est le fruit d'une certaine maturation politique, la synthèse finalement d'un ensemble de griefs portés contre le pouvoir, mais pas seulement. On est en train de régler des comptes finalement avec un certain nombre de choses qu'on n'a jamais finalement vraiment mises à plat, à savoir la démocratie, tout en faisant attention à un certain dégagisme ambiant. Le contrat social, c'est-à-dire ce pacte entre gouvernants et gouvernés, c'est quelque chose qui est sujet, qui n'est pas irréversible. Le contrat social est un élément réversible notamment lorsque les gouvernants n'arrivent pas à assurer la sécurité des gouvernés. Là, il y a une certaine mort des institutions parce qu'il n'y a plus d'adhésion populaire. Et ça, en fait, c'est le pacte entre gouvernants et gouvernés qui est déchiré. Deuxièmement, vous parlez de sentiment anti-français. Je pense qu'il faut déconstruire la notion de sentiment anti-français. L'origine de cette notion-là, elle émane en fait du président français Emmanuel Macron, qui a réagi comme ça notamment aux déclarations de Salif Keïta. C'est-à-dire c'est une notion qui a été construite pour stigmatiser un certain nombre de propos qui en réalité étaient là pour questionner de façon rationnelle la politique de la France en Afrique. Et il s'agit d'un glissement, d'un déplacement en fait de ce questionnement, de ces reproches, de ces critiques sur un registre de la haine, sur un registre de l'émotion, alors que certes, il y a une ébullition dans les rues, mais c'est un mécontentement froid qui est issu d'une analyse et d'un rejet en réalité des effets de cette politique dans les pays concernés. Pour des élections apaisées au Bénin, des voix s'élèvent pour conjurer le mauvais sort. Au nombre de ces initiatives, le creuset des cadres et des chrétiens du département des Collines. Les précisions dans ce reportage. Le Seigneur nous recommande de prier
pour le pays dans lequel nous sommes. Soyez bénis, courage. Le 8 janvier prochain, le peuple béninois sera aux élections. Pour cette période qui s'annonce tumultueuse, les religieux de tous bords ont choisi d'anticiper en la confiant à Dieu. Nous sommes ici ce matin dans le but de prier ensemble en tant que corps de Christ afin de permettre que Dieu, qui est le créateur de toute l'humanité, puisse soutenir donc notre pays, le Bénin. Nous confions, éternel Dieu, les autorités de ce pays en tes mains. Louanges, prières et adorations ont sous-tendu l'initiative. Le sujet fondamental, vous avez vu sur la bâche, c'est prier pour la nation, prier pour les autorités et prier pour les élections à venir. C'est important, nous devons anticiper parce que vous vous en souvenez, il y a quelques années, les élections législatives, ça n'a pas été facile. Mais cette fois-ci, nous avons bien voulu anticiper. Dieu, il a dit, dans 2 Chroniques 7,14, il dit, si le peuple sur qui son nom est invoqué, si ce pays-là s'humilie, prie, cherche sa face, il fera quoi? Il exaucera des cieux ce pays et il guérira ce pays. Même si ce pays est malade, il va le guérir. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés et nous avons fait ce que nous avons fait et vous avez vu l'apothéose. Nous partons avec la foi que les élections vont se passer bien, que les autorités se porteront bien, que la santé physique, spirituelle et financière sera de mise pour notre nation. Les organisateurs ont prévu étendre cette communion d'esprit dans les autres contrées du département des Collines. La Cour constitutionnelle se rapproche des populations du Septentrion. Elle était à Parakou pour débattre de la question de la procédure devant le juge. Fini cette étape, les membres de la Cour ont procédé à une audience foraine. Kandel Kapo et Docastito Djali. Par l'action directe, le citoyen saisit la Cour. Le mode de saisine de la Cour constitutionnelle du déroulement de la procédure jusqu'à la conclusion de l'instance focalise les attentions tout au long de cette conférence publique dont les objectifs sont bien précis. Le premier, c'est de faire connaître la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, selon l'article 114 de la Constitution du Bénin, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Le second objectif, c'est de rapprocher la Cour du justiciable. Et ce faisant, les citoyens pourront mieux bénéficier de la gratuité de la justice, l'un des principes fondamentaux de notre droit positif. La violation des droits fondamentaux de l'homme, la régulation du fonctionnement des institutions de la République sont entre autres domaines sur lesquels la Cour constitutionnelle peut être saisie. Tout Béninois ou tout citoyen est procureur de la Constitution. Lorsque vous voyez qu'une disposition de la Constitution est en train d'être violée, lorsque vous voyez que le fonctionnement régulier des institutions est en train d'être menacé, lorsque vous voyez qu'il y a une impasse qui s'annonce ou qui est déjà présente dans le fonctionnement des institutions et que cela menace la continuité de l'État, cela menace le bon fonctionnement des institutions de l'État, vous pouvez saisir la Cour constitutionnelle et poser le problème que vous voyez comme devant être réglé par la Cour. Et donc la Cour constitutionnelle examinera votre requête et lui donnera une suite. Des audiences foraines sont prévues pour l'année 2023 dans les juridictions des cours d'appel afin de mieux faire connaître la Cour constitutionnelle aux justiciables. Après la conférence publique, les membres de la Cour constitutionnelle ont donc organisé une audience foraine. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour. On retrouve Kandel Kakbo et Docastito Djalidi pour les précisions. 10 dossiers au total sont examinés par Razaki Amouda Issifou et ses collaborateurs. Plusieurs plaintes faisant objet de recours à la Cour constitutionnelle retiennent l'attention du public à cette audience foraine. C'était notamment le cas d'une personne qui se plaignait de ce que la police lui aurait fait subir des traitements inhumains et dégradants. La Cour a examiné le dossier et a estimé, selon le rapporteur,
que les éléments n'étaient pas suffisants pour établir les mauvais traitements. Il y a eu aussi un dossier contre le COUS, c'est-à-dire le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou, où la requérante estimait que pour le bien-être des étudiants, il fallait que les transports soient disponibles, que le COUS organise le transport des étudiants. La Cour a estimé dans son rapport que l'État peut fournir le bien-être aux citoyens dans la mesure de ses moyens et que dans l'État où il n'est pas établi que le COUS a eu suffisamment de moyens pour organiser le transport des étudiants, on ne peut pas conclure qu'il y a violation de la Constitution. Des rapports présentés, il ressort que pour la plupart des dossiers, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Les choses sont organisées de façon à ce que chacun ait son domaine de compétence. La Cour constitutionnelle se refuse à examiner les dossiers qui relèvent des autres juges tant que vous ne démontrez pas qu'il y a un droit de l'homme ou bien un article de la Constitution en particulier que vous dénoncez. Donc souvent la Cour se déclare incompétente, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas travailler, ça veut dire qu'en examinant le dossier, elle se rend compte que normalement c'est le tribunal qui devait gérer ce dossier, normalement c'est la Cour d'appel qui devait gérer ce dossier, normalement c'est la Cour suprême qui devait gérer ce dossier. Chaque fois que c'est le cas, elle se déclare incompétente. Une fois délibérées, les différentes décisions de la Cour constitutionnelle seront notifiées à toutes les parties prenantes. Des décisions qui seront mises dans le site internet de la Cour et publiées dans le journal officiel. Les femmes finalistes du concours Amazon de Digital sont en formation. Elle a pour objectif d'encourager la créativité et la croissance des entreprises innovantes portées par ces femmes. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine du numérique organisée par le ministère du numérique et de la digitalisation. On fait le point avec Jean Lombima et Amandine Anyangoussou. Elles sont une vingtaine de femmes à suivre cette formation dans le cadre du concours Amazon Digital. Ces femmes vont acquérir des compétences pouvant leur permettre de transformer leurs idées en nouvelles entreprises. Ça relève de solutions dans le domaine du digital en faveur du système socio-économique du Bénin. Ça peut être un projet agricole où parce que vous apportez un peu de technologie, eh bien tout de suite ça va moderniser votre environnement socio-économique et donc apporter de la valeur non seulement à votre propre entreprise mais aussi créer des emplois autour de vous. On aide les jeunes femmes à s'exprimer avec des mots concrets qui attire les investisseurs potentiels. Il y a des questions de leadership, il y a des questions de communication et il y a des questions de structuration de son projet. Ça donne l'opportunité, que ce soit aux jeunes, que ce soit à des femmes matures comme moi, de pouvoir également se challenger et de voir où on en est, parce que c'est toujours bon de se challenger. Donc c'est à louer et c'est une initiative que je pense qu'ils doivent perpétuer. Je propose une application où nous pouvons apprendre facilement les langues, peu importe notre pays, où nous pouvons un peu apprendre nos langues à nos enfants et aussi aux adultes qui sont dans le besoin. 35% des entreprises sont détenues seulement par les femmes et 65% sont détenues par les hommes parce que les femmes n'ont pas accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir être les entrepreneurs dans le domaine du numérique. Les partenaires vont vous transmettre des formations théoriques et aussi pratiques qui vont vous permettre d'être transformés et de renforcer aussi vos qualités en la matière pour impacter vos communautés. Au terme de cette formation intensive de 2 jours, les 3 meilleurs seront distingués. Le handicap ne saurait servir de prétexte pour exclure les déficients visuels du champ d'application de l'informatique et du numérique. Un consortium d'ONG a donc initié une formation en informatique adaptée à l'intention d'une quinzaine de handicapés visuels de Parakou. Ces derniers ont reçu leurs attestations à la fin de la formation. Olviga Vincent et Bertin Adimi. Victimes de leur handicap, les déficients visuels sont souvent laissés pour compte dans la plupart des offres de formation, surtout celles liées aux technologies de l'information et de la communication. Et dans un contexte où le numérique s'impose presque partout, il devient impérieux d'inverser cette tendance. Grâce à cette formation à l'informatique adaptée, les bénéficiaires ont reçu des notions de base en informatique. Je demande à ce que l'initiative ne s'arrête pas en si bon chemin. Je souhaite aussi la même chose pour toute la génération
à venir, je dirais. Le consortium Beseti Eya Yea, à l'origine de cette initiative, s'aligne derrière les orientations au sommet de l'État pour faire de l'inclusion sociale des déficients visuels une réalité. Comme l'a reconnu le président de la République, président Talon, l'outil informatique, pour ne pas dire le numérique, est l'arme la plus puissante que les personnes handicapées, surtout visuelles, puissent utiliser aujourd'hui pour que le Bénin puisse gagner le pari de l'inclusion et que les personnes handicapées visuelles puissent participer au développement de notre pays. Le Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou compte jouer pleinement sa partition, mais non sans plus d'engagement de la part des bénéficiaires. Je veux donc inviter les bénéficiaires à ne pas baisser les bras et à continuer à se cultiver. Désormais mieux outillés, les 15 handicapés visuels constituent la première cohorte que le consortium Beseti Eya Yea entend accompagner. Dans sa mission au service des droits de la femme, l'Institut national de la femme va à la rencontre des responsables de culte pour créer un dialogue sur le sujet. Elle a engagé des discussions ouvertes sur les violences exercées à raison du sexe. Jennifer Sativi et Bénédicte Bossou. Discrimination et violences liées au sexe, certaines femmes continuent d'en faire les frais malgré les différentes mesures pour les éradiquer. Au nombre des causes, le poids des croyances et de la tradition. Face à cette réalité, l'Institut national de la femme initie un dialogue avec des leaders religieux, toutes tendances confondues. Depuis que l'Institut a été mis en place, c'est la première fois qu'il rencontre des acteurs de vos rangs, vous, les responsables des cultes religieux. Et ce dialogue s'impose. Nous enregistrons depuis quelques années plusieurs cas de violences basées sur le genre, y compris des viols et abus sexuels sur des mineurs. Et pourtant, la femme occupe une place de choix dans bien de religions. Les différents courants représentés ont été invités à se rallier à sa cause. Les responsables des cultes sont des acteurs influents dans la promotion des comportements positifs, valorisant chaque être humain. Ces dialogues permettront, entre autres à l'Institut national de la femme, de travailler à l'acceptabilité sociale des réformes juridiques en faveur de la femme et d'éviter les stratégies de contournement que les communautés ont tendance à inventer dans toutes les sociétés devant des réformes structurelles. Des prises de décision collectives ont découlé de ce dialogue fructueux. De la Convention nationale annuelle de la Jeune Chambre internationale Bénin. Durant 6 jours, les membres de cette organisation ont fait le bilan de l'année 2022 et jeté des perspectives pour 2023. L'Assemblée générale élective a également élu le président 2023 de la JCI Bénin. La cérémonie de passation de charge avec Aziz Alagui. C'est un mandat qui s'achève sous d'heureux auspices. Ménard Akouete Doualou prend le maillet et le collier de commandement des mains de la 33e présidente de la JCI Bénin. Vous qui aviez fait ce grand exercice avant moi, et malgré le poids de l'âge, vous répondez toujours favorablement à nos sollicitudes et sollicitations. À cause de cette graine implantée en vous et dont vous ne pourrez plus jamais vous défaire, trouvez à travers ces mots les gratitudes et prières de tous les membres qui travaillent au quotidien pour que la maison tienne debout. Votre présence à nos côtés sont nos sources de motivation qui nous poussent à toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour que le flambeau soit maintenu. 2014, année de son intégration. 2023, pour conduire la destinée de leur commune organisation. Ménard Akouete Doualou a désormais tous les attributs pour exercer plein pouvoir à la tête de la JCI Bénin. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à tous ces vaillants hommes et femmes qui ont eu la lourde responsabilité de diriger notre organisation à un moment donné de son histoire. Oui, nous nous engageons pour changer la situation. Nous nous sentons prêts pour le bonheur de notre pays. La transformation, c'est maintenant.
Prenons le pas ensemble. Aujourd'hui, l'opportunité s'offre à nous, une fois encore, pour nous hisser au plus haut. Nous sommes prêts, et ceci avec vous tous, pour enclencher notre transformation dans un monde en mutation. La 33e convention a connu la participation des responsables de la Jeune Chambre internationale Sœurs du Niger, du Togo, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.